Les matins de France Culture. Le billet politique, Stéphane Robert, le mandat de maire ne fait plus recette. Alors ça dépend où. Parce qu'à Paris, à 1 an et demi des municipales en 2020, les candidatures se multiplient. 3 candidats se sont déclarés ces derniers jours. David Béliard, patron du groupe écologiste au Conseil de Paris. Le forain Marcel Campion, qui ne digère toujours pas le démontage de sa grand roue de la place de la Concorde. Et puis, l'actuel maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, a fait savoir que, puisque tout le monde y va, pourquoi pas elle. C'était il y a quelques jours dans les locaux du Figaro. Aujourd'hui, quel est l'élu de Paris qui ne rêve pas du mandat de maire de Paris? Tous. Celui qui vous dit non, il ment. Parce que c'est un très beau mandat, c'est la plus belle ville du monde. Il y a beaucoup d'enjeux et des enjeux très intéressants. Des enjeux qui intéressent donc beaucoup de monde. 4 ou 5 proches d'Emmanuel Macron sont également déjà plus ou moins sur la ligne de départ. Mounir Majoubi, Benjamin Griveaux, Gaspard Ganzer, Hugues Rançon. Il y aura la France Insoumise, le Rassemblement National. Bref, on va bientôt se retrouver à la foire du trône. Alors, au-delà des difficultés que semble rencontrer l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, et qui aiguise les appétits, qu'est-ce qui peut bien faire qu'on se bouscule comme ça pour être candidat ? Oh, c'est très simple, selon l'ancien maire de la ville de Caen, Philippe Duron. Le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats, dit-il. C'est le plus beau mandat parce que c'est celui qui a le plus de contact avec la population et puis c'est celui où on fait. Quand on est député, on dit. On dit, on fait la loi, c'est important. Mais quand on est maire, on construit un stade nautique, on construit une bibliothèque, on rénove une place qui va, pendant 50 ans, faire le bonheur d'une population. Bon, pour autant, Stéphane, il y a ces dernières années de moins en moins de vocations. Oui, on constate un accroissement très net du nombre de démissions. 1 millier de maires ont démissionné au cours des 4 dernières années. C'est beaucoup plus que les années précédentes. Et l'une de ces démissions a fait beaucoup de bruit au printemps dernier, celle du maire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, Stéphane Gatignon. Il a rendu son tablier après 17 ans de mandat. Quand le matin, vous commencez pas à y aller à reculons, mais à y aller moins facilement, c'est difficile. Voilà, il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de choses. Le quotidien est difficile. Et puis alors, quand il faut se battre contre les moulins à vent, c'est encore plus dur. C'est les ministères, c'est l'État, cette bureaucratie qui bouge pas, parce que c'est la technostructure qui est lointaine, qui voit pas ce qui se passe. Donc aujourd'hui, non, voilà. J'ai 48 ans, je vais avoir 49 ans. Voilà, je vais aller faire encore autre chose à faire dans ma vie, ouais. Alors, on est là dans une ville importante de la banlieue parisienne, mais c'est surtout dans les petites communes rurales que le phénomène est le plus aigu, au point que l'AMF, l'Association des maires de France, commence à sérieusement s'inquiéter et craint que dans de nombreuses communes, en 2020, il n'y ait pas de candidats. Les causes de ce phénomène sont multiples. Il y a une question de budget, en baisse depuis de nombreuses années, et aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation enlève aux maires la possibilité qu'ils avaient de moduler l'impôt en fonction des besoins, autrement dit, ils n'ont plus la main. Il y a aussi un transfert de compétences qui s'accélère en direction des intercommunalités. Le maire dispose de moins en moins de pouvoir. Or, malgré tout, c'est vers lui que la population se tourne en cas de problème. Il est bien souvent la cible de toutes les critiques. Et puis, il est tenu de mettre sa commune en conformité avec les règles et les normes que produit l'administration française. Et il y en a des dizaines par an. Un exemple, depuis juillet 2017, la sécurité incendie impose aux communes d'avoir une bouche à incendie à disposition des pompiers tous les 2 à 300 mètres. Comment effectuer cette mise aux normes quand on dispose d'un budget de quelques dizaines de milliers d'euros par an? Et s'il y a un problème, qui est responsable? C'est le maire. Aujourd'hui, ils en ont assez, à l'image de Philippe Rion, maire de Castillon, une petite commune des Alpes-Maritimes. Je crois qu'il y a de l'arrogance au niveau de l'État. Il y a un manque criant de connaissance du terrain. Je crois qu'ils ne savent pas, ils sont totalement hors sol. Et le problème, c'est que les maires des communes rurales subissent et le vivent très mal. On a fait le constat ces dernières années d'un accroissement de la fracture entre la population des villes et celle des campagnes, entre ces Français qui s'adaptent à la mondialisation et ceux qui se sentent de plus en plus exclus. Il semble qu'on retrouve ce phénomène au niveau du personnel politique. On pourrait peut-être suggérer à tous ces candidats qui se bousculent pour devenir maire de Paris de revoir un peu leurs ambitions à la baisse et de traverser non pas la rue, mais le périphérique, parce que de l'autre côté, sur le plan politique, il va y avoir du boulot dans les années à venir. Merci beaucoup Stéphane Robert pour ce billet politique. On va faire réagir notre invité Anne Hidalgo. Mais tout d'abord une question, Anne Hidalgo, est-ce que ça vous donne pas envie d'aller vous présenter en Espagne, je sais pas moi, à Cadix? Vous n'êtes pas de Barcelone, vous êtes de Cadix. D'abord, Paris est vraiment ma ville, c'est la ville dans laquelle j'ai souhaité m'enraciner, même si je suis née à Cadix, et c'est une ville extraordinaire. Elle a toujours beaucoup attiré
retiré. Les municipales à Paris, ça n'existe pas depuis toujours, puisque ce n'est que depuis 1977 que les Parisiens peuvent élire leur maire. Et ça a toujours été la bataille des batailles. Il y a toujours eu pléthore de candidats. Et tant mieux, parce que c'est la plus belle ville du monde. Rachida Dati Cadix, c'est pas mal aussi. Sur bien. Barcelone, Cadix, la décision de je vous l'accorde. Mais moi, je trouve que c'est une très belle ville, effectivement. Oui, Cadix, la c'est décision vrai. de Allez Manuel la Valls, visiter. comment vous l'interprétez? Écoutez, c'est sa décision personnelle, donc je n'ai pas à la commenter. Je pense que c'est un acte très radical, très fort qu'il pose. Moi-même, je ne ferai pas du tout ce type de choix, mais c'est pour ça que je pense qu'il est très très personnel, ce choix. Ce sera aux habitants de Barcelone de se décider, mais j'ai trouvé vraiment intéressant votre billet sur les maires, parce que d'abord, oui, c'est le plus beau mandat. C'est le plus beau des mandats, et je crois que c'est le maire de Caen qui le dit, mais je le vis de la même façon. Être maire, c'est agir tous les jours. Faire des crèches, des jardins, améliorer la qualité de vie, proposer des nouvelles pistes cyclables. C'est agir, et c'est, par exemple, dans une ville comme Paris, c'est une action très, très, très locale, très concrète. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et en même temps, qui doit résoudre des grands défis du siècle. Parce que nos villes, je pense notamment aux très grandes villes monde, on est en première ligne de front de cette mondialisation, avec l'impact climatique, avec la question des réfugiés, avec la question de la montée des inégalités, avec la question de l'innovation. Il faut attirer l'innovation dans nos villes. Donc c'est un travail qui est passionnant et qui est très à part dans le monde politique. Je pense que des gens qui viennent vers cette fonction de maire en pensant juste au prestige de la fonction se trompent et risquent d'être déçus, parce que l'exercice, bien sûr que c'est prestigieux d'être maire de Paris, mais l'exercice, c'est un exercice très concret. Il faut être vraiment aussi dans la vie quotidienne. Et un maire, ça s'occupe de la vie de ses habitants, de la naissance à la mort. On est là à chaque moment de la vie de nos concitoyens. Donc c'est quelque chose de très particulier dans la vie politique et dans le personnel politique que de dire je veux être maire, ou j'aime être maire, ou j'ai envie d'être maire d'une ville, et a fortiori de Paris, bien sûr. Et comment vous Robert. regardez, vous, cette différence entre les villes-mondes, les grosses métropoles comme Paris, et ces petites communes où les tracasseries font que de plus en plus de maires se découragent? Vous avez raison, et je travaille par exemple beaucoup. J'ai souhaité vraiment établir un lien très fort avec l'association des maires ruraux de France. On est avec Vanik Berberian, qui en est le président, qui est maire d'une toute petite commune. On travaille ensemble. Moi, je l'ai fait rentrer, par exemple, tout le travail qu'on fait à Paris sur le climat, sur l'énergie, sur la ville résiliente. C'est un sujet très important. J'y associe des maires de petites communes sur la question des JO, puisque Paris a gagné les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je souhaite vraiment qu'on puisse avoir des liens directs, faire des liens entre nos écoles, que les petits Parisiens puissent voir ce que c'est que de vivre dans une toute petite commune et l'école de ces petites communes, et inversement, qu'on fasse des classes à Paris. Donc, établir des liens par la population, par le concret. Mais c'est vrai que les maires de toutes petites communes, vous savez, je fais partie aussi d'un groupe qui s'appelle le groupe des villes compagnons de la Libération, dans lequel il y a aussi Vassieux-en-Vercors, l'Île-de-Saint, qui sont des toutes petites communes. Avec Paris et Vassieux-en-Vercors, on a établi des liens très particuliers. Nous les avons aidés. La ville de Paris les a aidés dans le respect du droit à notamment s'équiper d'un chasse-neige qu'ils n'arrivaient pas à obtenir. Ils n'arrivaient pas à obtenir les autorisations de crédit pour un chasse-neige à Vassieux-en-Vercors. On l'a fait ensemble. Donc bien sûr que je me sens très concernée par ce que les maires des petites communes vivent, et c'est très difficile, très très difficile. Alors ça, ce sont donc les problèmes des petites communes. Le problème des grosses communes, des villes-mondes, comme vous les appelez, Anne Hidalgo, c'est... On a l'impression finalement qu'il y a un vrai problème de gouvernance, puisque dans un certain nombre de vos décisions, vous êtes en contradiction avec la région. On a l'impression qu'à chaque fois, les échelons décisionnaires se renvoient la balle.
vous voulez faire des choses pour l'accueil des migrants, pour les transports, c'est à la région. Et réciproquement, est-ce que vous avez l'impression vraiment que c'était une bonne idée de donner un maire à Paris, en tout cas avec cette structure-là? C'est quand même, voilà, bien sûr que c'est un très beau symbole. Paris doit être une ville gérée démocratiquement parce qu'il y a des habitants Ça, qui bien vivent. entendu. Et d'ailleurs, vous savez... Mais est-ce que la région, quand même... Attendez, juste là-dessus, mais quand même, je pense que les Parisiens, moi j'ai vécu ça directement avec Bertrand Delanoë en 2001, ont voulu reprendre la main sur leur vie. Ils veulent décider de leur vie. Les Parisiens ont le droit de dire s'ils veulent être pollués ou pas pollués, s'ils veulent des modes de déplacement différents. Ils doivent pouvoir dire s'ils veulent plus de crèches ou pas. Bref, leur choix de citoyens. Heureusement qu'on reconnaît ça. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a des questions de gouvernance qui sont beaucoup plus complexes. Être maire de Paris, c'est tous les jours discuter et négocier avec l'État, président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. On travaille ensemble et d'ailleurs, on a vraiment beaucoup de sujets sur lesquels on avance très bien ensemble. Discuter avec la région, discuter avec la métropole, avec ses voisins. Moi, j'ai fait des propositions pour simplifier la gouvernance. Je pense qu'il y a un sujet crucial, notamment sur Paris et sa métropole, 7 millions d'habitants quand même. C'est la question des transports. Je pense qu'aujourd'hui, la gouvernance des transports, c'est-à-dire la façon dont on décide sur les transports et la mobilité, n'est pas la bonne. Elle n'est pas à la bonne échelle. Aujourd'hui, la maire de Paris, le président de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, avec qui je travaille très bien, qui est le maire de Rueil-Malmaison, qui est... Ce qui veut dire qu'avec Valérie Pécresse, vous ne travaillez pas très bien. Si, mais il faut que chacun pas souvent arrive d'accord toujours avec vous. à dépasser, mais surtout, je pense qu'il faut qu'on ait des outils de gouvernance qui nous obligent à prendre des décisions qui soient des décisions qui accompagnent l'évolution d'un territoire. Et je pense que le sujet majeur, c'est celui des transports et de la mobilité. Parce qu'à travers ce sujet-là, vous réglez plein de sujets, plein de problèmes. Si les transports sont plus performants, vous réglez les problèmes de mobilité banlieue à banlieue, vous réglez des problèmes de pollution, vous répondez à des questions d'attractivité économique qui sont très importantes. Anne Hidalgo, qu'est-ce que vous feriez si l'échelon de gouvernance était le bon, si l'échelon de financement était le bon, autrement dit, si vous aviez les mains libres, rêver un peu pour l'avenir, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Mais ça répond aussi à la question de la disparité territoriale. Parce que s'il y a des quartiers qui aujourd'hui souffrent des villes, je pense notamment Sevran dont on parlait tout à l'heure, c'est parce qu'ils ne sont pas bien interconnectés. Donc qu'est-ce que je ferais ? D'abord, j'accélérerais. Je mettrais le paquet en matière d'investissement pour justement permettre ces transports aussi de banlieue à banlieue, ne pas passer toujours par Paris. C'est la vocation du Grand Paris Express. Mais aujourd'hui, pardon, on est un peu petit bras. Voilà, hein, on est en train de regarder un investissement majeur en se disant comment on fait avec des petits bouts de ficelle un bouclage budgétaire qui en fait va nous faire prendre du retard et qui va nous faire prendre du retard aussi sur le plan de l'attractivité économique. Et puis, je mettrai le paquet sur l'innovation. L'innovation, ça doit vraiment, vraiment être la marque de notre métropole. C'est la marque de Paris déjà. C'est là que toutes les entreprises ont envie de venir montrer leurs innovations, notamment en matière de mobilité, et on va le voir avec ce mondial de l'auto. Donc je mettrai le paquet. Je mettrai le paquet sur le transport fluvial, qu'on puisse se déplacer sur la Seine, bien sûr le fret pour les marchandises, mais aussi pour les particuliers. Or aujourd'hui tout ça est bloqué. Tout ça est bloqué par des normes ou par voilà, le fait que tel ou tel n'a pas envie. Je mettrai le paquet sur les parkings relais. Sur les parkings relais. Moi, j'ai mis à ceux qui sont mis autour de Paris, bien sûr, aux portes de Paris. Voilà, si j'avais la main, voilà ce que je ferais. C'est quoi le périmètre de Paris pour vous ? Est-ce que Paris doit... Le Grand Paris, on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui. On ne sait pas trop où on en est là. Est-ce que Paris doit absorber les 3 départements de la Petite Couronne ? D'abord, pour moi, le Grand Paris, c'est la réalité de l'exercice de mon mandat quotidien. Depuis que je suis maire, avant, j'ai beaucoup travaillé pour construire ce Grand Paris, mais depuis que je suis maire, c'est à cette échelle-là que nous prenons bon nombre de décisions, parce que on a une communauté de destin avec ces 7 millions d'habitants.
Absorber, non. Je crois que aujourd'hui, bien sûr que toutes les communes, elles ont une identité. Vous savez, il y a des communes pavillonnaires, il y a des communes qui ont chacune une histoire et il faut la respecter. Il faut que Paris respecte cette histoire. On n'est pas là pour les absorber, mais vraiment pour créer cette communauté de destin. Je pense que, par exemple, je vous donne cet exemple. Quand je décide de créer une école du numérique gratuite, l'école Toumo, pour les 12-18 ans, au Halles, au Forum des Images, école qui a ouvert la semaine dernière, qu'on va inaugurer officiellement le 16 octobre, et qui va concerner 4000 jeunes de 12 à 18 ans qui vont se former au numérique. D'entrée de jeu, j'ai dit, je souhaite, c'est une initiative de la maire de Paris, mais je souhaite que des enfants d'autres communes de l'Île-de-France puissent y venir. 30% des effectifs de cette école sont des enfants qui viennent des autres communes de l'Île-de-France. Donc moi, j'ai intégré le Grand Paris, y compris dans mes décisions de maire de Paris. Donc, je crois que c'est une réalité. C'est une réalité pour beaucoup de franciliens, pour beaucoup d'habitants de cette métropole, que de se dire, nous vivons à cette grande échelle. Quand je me balade le jour de la journée sans voiture dans Paris, c'était extraordinaire. Il y avait du monde partout. J'étais avec le maire du Bourget, Yannick Hope, commune à 14 minutes en RER de Paris par Châtelet-Les-Halles. On était ensemble, on se promenait et les gens me disaient merci encore, on veut vraiment tous les jours comme ça. Et je leur demandais à chaque fois, vous habitez où? Et ils me disaient, je suis parisien. Et d'où? De Clichy, de Saint-Maur, et ben voilà, les gens ils se vivent comme parisiens du Grand Paris. Un peu de politique, Anne Hidalgo. Aujourd'hui, le Parti socialiste est dans un état, comment vous le qualifieriez justement, l'état du Parti socialiste? Difficile, hein, il essaye de se redresser. Moi, je suis restée adhérente du Parti socialiste, j'ai pas le temps. Vous faites donc partie de ces 20 000 adhérents à jour de cotisation. À jour de cotisation, je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Ou alors, si je m'en occupe, c'est en tant que maire de Paris, en faisant le travail qui est le mien. Je garde un attachement à cette famille. Je sais qu'elle doit vraiment bouger, évoluer. Je l'ai dit souvent, je travaille avec Olivier Faure et avec tous ses responsables. Je pense que, par exemple, la question de l'écologie est une question qui doit être au cœur de la pensée de ce parti. Je reste une social-démocrate et j'ai ajouté l'écologie à ce qui fait le fond de mes convictions. 4,5% d'intention de vote. Alors les sondages peuvent se tromper, mais on a la sensation malgré tout que le Parti socialiste est dans un état de faiblesse. Comment vous analysez les choses, Anne Il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Après quoi? Après, il faut retrouver la confiance. Après une élection où le président de la République n'a pas été en mesure de pouvoir se représenter. C'était injuste. Est-ce que la manière dont cela s'est soldé, dont le quinquennat de François Hollande s'est soldé, est-ce qu'il a été jugé trop sévèrement, selon vous, par les Français? Je pense que l'histoire le dira, mais oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il y a sûrement eu beaucoup d'injustices, mais je dirais, ce n'est pas... Peu importe cette question-là maintenant. Je pense qu'il faut que chacun revienne à ce qui fait sa conviction, les valeurs qu'on porte. Il ne faut pas être sectaire, il faut être très ouvert. On va vers quelque chose qui doit être beaucoup plus souple. Quand on discute avec des plus jeunes sur la nature de leur engagement, ils ont envie de s'engager sur des causes aussi concrètes. Donc ce n'est pas l'engagement qui est en cause dans notre société, mais peut-être ce monde politique, cette vie politique dans laquelle on peut donner l'impression aux concitoyens que il y a ce qu'on dit, après il y a ce qu'on fait, et une question de confiance qui se rompt mais l'exercice du pouvoir est quelque chose de très difficile, qui nécessite en permanence du dialogue, mais aussi qui nécessite de garder un cap. Je pense qu'il faut une réflexion sur notre démocratie. Notre démocratie a besoin de pluralisme des idées, a besoin de corps intermédiaires, a besoin de s'appuyer sur toutes les forces de la société pour pouvoir relever les défis qui sont des défis très très complexes, très très durs que nous avons à relever. Et peut-être que ce qui s'est passé
notamment pour le Parti socialiste, qu'il a laissé à terre, disons les choses telles qu'elles sont, peut être aussi, moi je suis une incorrigible optimiste, hein, donc je me dis, tant qu'on est là avec une capacité à penser et à agir, il y a de l'espoir et peut-être qu'on sortira meilleur de cette période qui a été quand même extrêmement difficile et qui a rompu de la confiance avec nos concitoyens. Stéphane Robert. Comment vous expliquez-vous cette atomisation qui est encore à l'œuvre aujourd'hui, puisqu'on voit 20 000 adhérents à jour de cotisation, on voit qu'il y a une partie du parti qui menace de partir. Marie-Loëne Nielman et Emmanuel Morel s'apprêtent, dans la perspective des Européennes, à quitter le Parti socialiste pour rejoindre éventuellement Jean-Luc Mélenchon. On voit Luc Arvounas qui crée son courant, la gauche arc-en-ciel. Comment vous expliquez-vous cette atomisation et comment on arrête ça? Parce que... Peut-être que c'est un mal nécessaire. Voilà, je ne veux pas poser à cet endroit-là quelque chose de dramatique. C'est peut-être un mal nécessaire. Il faut peut-être en passer par là pour mieux retrouver les raisons d'un engagement qui, dans une formation politique, qui doit elle-même vraiment revoir un certain nombre de ses fondamentaux. Je suis profondément social-démocrate. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de vie humaine sans recherche de justice sociale. Et je pense que la justice sociale, c'est aussi un élément très très important pour l'innovation et qu'il n'y a pas de réussite économique sans qu'il y ait du partage de cette réussite. Mais je pense que ce qui doit vraiment tirer aujourd'hui notre réflexion et notre pensée politique et bien sûr nos actions, c'est la question de l'écologie. Je pense que c'est la question majeure. Même si ça ne paye pas, parce que semble-t-il, ça a du mal à payer, on a du mal à faire de la politique au futur, on voit même que vos actions en ce sens dans la ville de Paris sont plutôt les plus controversées. Je pense à la voiture. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est une possibilité de faire une politique écologique qui soit populaire? D'abord, n'ayez aucun jugement définitif à partir, je dirais, d'impressions ou de commentaires. Je pense que l'écologie est vraiment le sujet sur lequel nous devons tous nous concentrer et qu'il offre des opportunités extraordinaires. Des opportunités, d'abord parce que si on ne le fait pas, la question de la survie de la vie sur la planète est quand même posée par aussi les scientifiques qui confirment cette thèse-là. Donc oui, il faut qu'on se préoccupe de la planète parce que la planète n'a pas des ressources infinies et que nous ne pouvons pas occuper la planète comme des prédateurs sans nous soucier de demain. Donc il faut faire cet effort-là. La question n'est pas est-ce que ça paye ou est-ce que ça paye pas. De toute façon, je peux vous dire une chose, ne pas se préoccuper de la planète et agir en prédateur, ça paye pas, hein. Et vous verrez comment ça va pas payer. Donc il vaut mieux s'occuper de la planète. Et les opportunités qu'offre justement ce positionnement des questions d'écologie au cœur de tout, ce sont de nouvelles opportunités économiques, moins prédatrices, beaucoup plus soutenables. Ce sont de nouvelles opportunités d'emploi. Les questions, vous savez, du réemploi, des énergies renouvelables, du recyclable, sont en train d'ouvrir un champ, y compris d'économie sociale et solidaire, mais pas que, extraordinaire, avec des opportunités pour beaucoup de personnes et pour nos villes. Donc, bien sûr qu'il faut reprendre cette question-là au cœur de nos réflexions et je vous assure que ça paye. La question, c'est le court, le moyen et le long terme. Aucun d'entre nous ne se situe exclusivement sur le court terme. On pense tous à l'avenir, on pense tous à nos enfants, on pense tous à ce qui va se passer dans les années qui viennent et heureusement, sinon nous ne serions pas humains. Les écologistes du Conseil de Paris, ils n'ont pas cette vision. Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à les convaincre et pourquoi est-ce qu'ils menacent de vous quitter? D'abord, ils ne menacent pas du tout de me quitter et ce n'est pas du tout une présenter une liste autonome. On verra en 2020 comment les choses s'organisent. Il est clair que 2020, il y aura une proposition qui sera totalement fondée sur l'écologie et dans laquelle je m'inscrirai vraisemblablement. Et le bilan d'Emmanuel Macron, on a parlé de l'état de la gauche, l'état de la majorité présidentielle. Comment jugez-vous
Emmanuel Macron après un peu plus de 500 jours de présence à l'Élysée? Moi, je n'ai pas à juger la personne. D'ailleurs, je pense que si, y compris dans les commentaires, on s'intéressait plus au fond et moins aux personnes, on ferait tous œuvre utile pour notre démocratie. Moi, je suis social-démocrate, écologiste. Il est aussi social-démocrate, Emmanuel Macron? Il est écologiste, en tout cas. Il n'arrête pas de le répéter. C'est à lui de se définir, c'est pas à moi de le définir. Il y a des aspects de sa politique sur lesquels je suis d'accord et on avance ensemble. Et puis d'autres sur lesquels je pense qu'il faudrait être plus équilibré. Lesquels, par exemple? Je pense que la question sociale est quand même une question assez absente. Et est-ce que vous pensez qu'elle était plus présente sous François Hollande, Anne Hidalgo? Je ne sais pas, vous savez, comme ça, le matin, je pense que le fond des convictions de François Hollande, qui a gouverné comme président des Français, mais venant du Parti Socialiste, au Parti Socialiste, il y a une affirmation social-démocrate plus grande, et bien sûr une affirmation sociale plus importante. Anne Hidalgo, comment expliquez-vous cette situation politique assez inédite? On a un président dont l'action est, disons, controversée, et une gauche qui est largement atomisée. La France insoumise est l'élément qui prédomine le plus, mais on a quand même l'impression qu'en dehors de cela, il y a une sorte de vide idéologique, une situation inédite. Quelle analyse pourriez-vous faire de cette situation si vous en partagez les prémices? Je pense qu'on a une habitude qui consiste à poser le débat public de façon manichéenne. On est pour, on est contre, c'est bien, c'est pas bien, et entre les deux, il y aurait rien. En fait, la vie, c'est pas du tout ça. Même la vie des idées, la vie du monde de la pensée n'est pas du tout celle-là. On est dans une société complexe. Personne n'a la solution à proprement parler. Nous sommes dans un monde avec des interactions, des interdépendances. L'international était... dans votre journal, oui, il est présent et ça fait du bien. Puisque vous êtes sur France Culture. Sur France Culture, d'entendre parler de l'international. Mais quand vous ouvrez bon nombre de médias français, l'international n'est même pas présent, alors qu'on est quand même dans des interdépendances. Donc je crois qu'il faut sans doute qu'il y ait un sursaut. Vous savez, il y a des fragilités dans notre démocratie. C'est pas quelque chose qui est acquis. Et peut-être que ça passe par un débat public dans lequel on accepte plus la complexité. Anne Hidalgo.